Bon, Psartec, hein. T'as dead de ouf. Bonjour à tous, bienvenue dans Génération Créateur, l'émission qui vous présente ceux qui inspirent, partagent et inventent au quotidien sur les réseaux sociaux. Des influenceurs, des créateurs de contenu et des entrepreneurs digitaux. Pour cette première émission, je reçois Jade Duraz. Bonjour Jade. Bonjour. Alors Jade, plus de 170 000 abonnés sur Insta, 290 000 sur TikTok. Ça fait beaucoup de monde tout ça qui te suit. Ça fait un paquet, mais c'est bizarre, mais on visualise pas trop, genre tant que tu rencontres pas les gens, c'est bizarre, mais c'est un peu Ouais, niche. j'imagine, ouais, c'est du numérique. Mais Ouais. toutes ces personnes-là donc te connaissent sur les réseaux, mais avant, qui tu es, d'où tu viens, dis-nous un peu. D'où je viens, du 91, Ok. déjà, voilà, le pays de Niska finalement, et surtout d'un parcours très littéraire. Je suis D'accord. un pur produit littéraire, la Sorbonne, et bon, quand même, quelqu'un qui a pas trop aimé l'école. Voilà, c'est un peu, je pense, le principal du contexte sur mon profil, qui explique plein de trucs. Alors justement, t'étais quel genre d'élève à l'école? Des facilités dans le parcours littéraire, donc j'ai eu la flemme de faire des trucs compliqués, j'ai été là où j'avais des capacités. Et à la Sorbonne, pareil, j'ai validé la licence sans forcer, mais en même temps j'ai monté ma boîte parce que je m'ennuyais beaucoup et je voyais pas trop ce que je pouvais en faire de ma licence. Donc un peu dissipée la dame. T'étais pas très scolaire, quoi. Pas de ouf. En fait, paradoxalement, je m'en sortais bien, mais en même temps, j'avais pas trop envie de bosser beaucoup parce que je voyais pas l'intérêt que ça m'apporterait, quoi. Et pour toi, c'est un défaut ou pas de pas être scolaire? Comment tu le perçois, toi? En fait, On te l'a reproché? ma mère est prof, donc c'est un peu cocasse, Ah mais ouais. non, en vrai, je pense que, de mon point de vue, c'est une qualité parce que ça veut dire que tu vas aussi accepter de chercher un chemin qui n'est pas celui qu'on te propose. Et je trouve que dans le monde professionnel, notamment, c'est très utile. Si tu ne fonctionnes que quand tu restes dans le cadre qu'on t'a défini, forcément, c'est un peu limitant dans ta vie d'une manière générale et dans ta vie professionnelle spécifiquement, quoi. T'as voulu te lancer assez tôt dans Ouais. l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement? Je pense que c'est un peu un concours de circonstances. Comme la majorité d'entrepreneurs, c'est d'avoir observé un besoin sur moi-même, enfin un problème plutôt, parce que mon orientation était un peu chaotique. Donc je me disais, bon, il y a un sujet dessus, l'information qu'on a, elle est super théorique, c'est pas des gens qui l'ont fait qu'en parlent. Ouais. Et en plus, c'est dans des formats écrits qui foutent la flemme aux gens qui s'orientent. Donc ça partait juste d'une idée où je me suis dit, entreprendre, c'est répondre à un problème. Littéralement, j'ai juste entendu cette phrase au salon de l'entrepreneur en 2019 et je me suis dit, ok, j'ai trouvé un problème, je vais y répondre. C'est parti de là. Et pourquoi vouloir y répondre et le partager sur les réseaux? Ça s'est fait petit à petit en fait. C'était en 2019, donc moi j'étais pas du tout de réseau de base. T'es donc pas réseau de base. C'était quand même assez répandu. Hein. Ouais, je Ouais. pense que j'étais la meuf de mon entourage la moins focus sur les réseaux, ce qui est quand même très drôle aujourd'hui. Bah oui. Mais à titre perso, j'utilisais pas du tout. Je voyais pas de ouf l'intérêt. Je consommais un peu, mais j'utilisais je publiais rien. Je voyais pas l'intérêt de partager ma vie sur Internet en fait. Et en fait, passé 2021 et TikTok, j'ai compris quand même qu'il y avait une opportunité marketing sur TikTok. Bien sûr. Que ça nous permettrait d'avoir de la croissance et de faire progresser le média. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je tente, je fais des trucs. C'est un peu intimidant au début quand même de foutre sa tête sur Internet, quoi. Et en le faisant, j'y ai pris goût. Et je me suis dit, ok, c'est un intérêt parce que je me voyais pas parler de ma vie, par contre, parler de ma carrière et de mes études, je trouvais que c'était intéressant. Et tu te rappelles un peu de tes débuts? Est-ce que ça a pris, ça a explosé dès le début ou il y a eu un peu de temps, dis-nous? Non, il y a eu un peu de latence, je pense qu'il y a eu une... Déjà, il y a eu... En vrai, c'était vraiment... Je pense que je suis vraiment pas un produit de créateur de contenu qui a explosé par hasard, parce que j'ai passé au moins un an à essayer de comprendre l'algorithme de TikTok. Ah oui, bah oui, c'est un À métier me former de comprendre beaucoup. et tout. Ouais, de ouf. Et puis surtout que j'ai mis longtemps à vraiment me lancer pour le coup. Donc j'avais compris depuis un moment comment ça marchait, mais j'arrivais pas à sauter le pas. Et après, par contre, quand j'ai vraiment commencé à produire, c'est allé relativement vite. Je me souviens plus exactement, mais je crois que j'ai gagné 80 000 abonnés sur TikTok sur les premiers mois. Et après, j'ai gagné 200 000 abonnés en plus d'un coup, après une vidéo. Ah oui. C'était fulgurant. Ça va super vite alors sur TikTok. À l'époque, ouais. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué. Ouais, l'indice de viralité de TikTok a largement diminué. Mais t'as quand même des périodes en fait où quand t'as trouvé le bon contenu et le bon modèle marketing, en gros, c'est vrai que tu peux avoir des plateaux de croissance assez rapides quand même. Et t'arrives encore à durer maintenant dans le temps ou est-ce que c'est un peu plus dur? Non, ça a été compliqué en vrai, hein, parce que je fais plus du tout le même contenu que je faisais à l'époque. Et puis c'est vrai qu'à la base, je donnais les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne plus tôt. Donc en fait, quand j'avais 20 ans, c'était des conseils sur les études. Maintenant, ça fait un moment que j'ai fini mes études, et puis j'avais plus de conseils, quoi. Et c'est vrai que j'avais du mal à trouver de quoi je pouvais parler et à pas trop me lasser, et même à trouver du temps, comment le répartir entre ce que je fais sur mon média et ce que je fais sur mes réseaux. Donc franchement, j'ai vachement changé de ligne éditoriale et c'est un truc qui m'a vachement limité dans la croissance, c'est que j'étais pas très constante, quoi. Un petit mot à la caméra, quelqu'un qui nous regarde, qui connaît pas Jade Duraz. Qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait comme contenu et pourquoi la suivre?
En fait, c'est ce qu'il y a écrit dans ma bio Instagram. Donc, j'ai mis girlboss qui a le girlbossé un peu trop fort. C'était une trend sur TikTok que je trouve très drôle. C'est un peu par hasard, genre, c'est arrivé là et j'étais en mode, oh, bon, maintenant on va faire des trucs avec ce qu'il y a là. Donc, je pense que ça résume bien. Et je suis accessoirement la fondatrice et rédactrice en chef du coup du média Way le Média. Alors on va en parler justement de Way le Média. Way, qu'est-ce que ça veut dire Way? J'ai pas un très bel accent anglais, dis-nous le... Ça veut dire le chemin et la manière en anglais. Donc je trouvais que c'était sympa la double signification parce que c'est trouver sa voie et trouver la façon dont on veut gérer sa vie et sa carrière aussi quoi. Le chemin et la manière. Ouais. On retient. Et d'où elle t'est venue cette idée, cette inspiration? C'était il y a tellement longtemps, je sais plus, je pense que c'était un peu aléatoire, hein, probablement une fois dans la ligne 13. Ah oui, non mais quoi. Les grandes idées viennent souvent comme ça, de manière assez aléatoire. Et je sais plus, mais je pense que c'était plein d'idées, puis au bout d'un moment je me suis arrêtée sur celui-là. Mais fun fact, je voulais le changer pendant longtemps. Mais tu l'as gardé quand même. Ouais, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Ouais. Tu as aussi créé Way le Média, donc 50 000 personnes qui te suivent, si je suis bon dans les chiffres, notamment des jeunes. C'est compliqué aussi pour les médias de réussir à captiver une audience de jeunes. Qu'est-ce qui pour toi donne envie chez Way le Média? La particularité, c'est qu'en fait, le gros de notre audience est sur TikTok. Pour le coup, on a à peu près 160 000 personnes sur TikTok et 50 000 sur Instagram. Et un petit peu sur les autres plateformes. Et en fait, c'est vrai qu'on est vraiment un média qui est né sur TikTok. Donc en fait, on a repris les codes de la plateforme. Et c'est challengeant sur la façon dont tu produis pour retenir l'attention et la maintenir. Ouais. Donc je pense que c'était une bonne école, en fait, TikTok à l'époque, de challenge sur le contenu en format portrait et court. Je pense que en fait, ce qui est compliqué, c'est surtout de s'implanter sur des plateformes sur lesquelles le divertissement domine. Le but des réseaux, c'est de divertir, en tout cas quand il va, c'est pour divertir. Moi-même, quand je suis sur TikTok et Insta, c'est pour me divertir, plus que pour m'instruire. Et du coup, c'est difficile d'avoir un contenu média qui veut apporter de la valeur sur ce genre de médium. Après, je pense que, en tout cas, moi j'en suis convaincue que tu peux, mais c'est juste qu'il faut être un peu créatif. Nous, on a essayé de designer des concepts qui rendent ça ludique et qui font que même si en réalité t'en as rien à foutre du métier de chirurgien ou de surveillant pénitentiaire, t'es dans le concept et tu trouves ça sympa et tu le consommes quoi. Et je pense que ça c'est un truc qui a demandé quand même vachement d'itération au début, mais qui fait aussi la recette de ce qu'on fait qui fonctionne quoi. Et ça passe j'imagine par l'accroche. Comment tu fais toi? Comment t'arrives t'as des structures un peu type en fait sur les réseaux. C'est vrai que pour performer mais en vrai d'ailleurs sur les réseaux, mais du coup sur toutes tes prises de parole, c'est d'avoir une bonne accroche. Donc les 3 premières secondes elles sont primordiales, ce qu'on appelle le hook in English. D'avoir un sujet, un seul, pas de te perdre dans plein de détails, un seul sujet qui est clair et qui apporte de la valeur. Et une chute. Une bonne vidéo, il y a une chute, il y a une conclusion. Nous, sur les formats d'interview, sur le média, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas contrôler la chute de l'invité. Donc il y a ça aussi, c'est que c'est un savoir-faire différent quand tu gères ton script et que tu parles tout seul comme ce que je fais sur mon compte et quand tu interviews des gens. Et en fait, pour moi, le travail quand tu interviews, c'est vraiment poser les questions que tout un chacun se poserait et réussir à trouver ce qui est universel dans un métier qui est de niche. Avec Way, donc tu brises les tabous, notamment sur le salaire. Quel est le plus gros tabou dans l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est... Alors, je pense que vraiment le plus gros, ce serait aussi l'argent. Mais en fait, c'est chelou, c'est un tabou un peu à double facette parce qu'à la fois, il y a des gens qui ne mettent que ça en avant et qui un peu construisent l'idée que la réussite ne passe que par le chiffre d'affaires que tu fais. Et il y a de l'autre côté des entrepreneurs qui vont pas être hyper à l'aise avec le fait d'en parler non plus. Des créateurs de contenu notamment, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un moment où tu fais tellement que c'est un peu honteux. À ce point-là en fait, c'est juste qu'il faut être concret que c'est sûr que d'être payé un SMIC pour faire 3 stories, si t'as les pieds bien sur le sol, que t'as pas complètement déraillé, c'est beaucoup. Tu te rends compte, tu te rends compte que c'est beaucoup et que c'est un peu aberrant quand même. T'as passé 20 minutes à faire tes 3 stories, même pas. T'as échangé 1 heure par mail avec la marque et t'es payé un SMIC, alors qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours de la semaine, pendant tout le mois pour ça. Dans le mois, donc en fait, je pense qu'il y a un tabou qui est entretenu par ça, parce que quand tu entreprends, tu as des grosses sommes qui passent sur la société, ce qui n'est pas ton argent pour autant d'ailleurs. Mais je pense que c'est difficile d'en parler sans que ça génère de la frustration chez les gens, et c'est pas le but. Et qu'est-ce qui explique de tels prix en fait? En fait, c'est ça qui est particulier aussi pour la créateur économie, c'est que ton prix dépend de la valeur objective que tu produis. Donc ça veut dire que quand tu es payé par une marque, elle est rentable. Elle te paye pas si elle est pas rentable. C'est rentable pour elle de te payer pour parler d'un produit, d'un service, pour son image ou pour convertir. Et en fait, pour les influenceurs, ce qui est dissonant, c'est qu'on récupère des budgets qui étaient avant alloués à des publicités télé, par exemple. Le budget de communication est colossal, sauf que quand c'est Canal+ qui l'encaisse, ça choque personne. Quand c'est un créateur de contenu qui est une seule personne qui filme avec son iPhone, c'est sûr c'est chelou, mais en réalité tu produis la même valeur que Canal+ sur cette pub, tu vois. Donc en fait le prix est expliqué par la valeur de ce que tu produis. C'est juste que c'est vrai que faut comprendre
ce que ça engage derrière, quoi. Et comment on fixe ses prix alors quand on est créateur de contenu en fait ? Ça dépend d'où. Franchement, ça dépend de ta niche et ça dépend aussi un peu de ta stratégie. Tu vois, t'en as qui vont se pricer de manière un peu, pas se sous-pricer, mais être pragmatique en se disant le but c'est de travailler avec le plus de marques possible. Ouais. Et d'autres qui vont avoir la strat inverse, d'être cher de base et puis de se dire je bosse avec moins de monde, mais c'est pas grave parce qu'à la fin je m'y retrouve. Et t'as des créateurs de contenu après dans le milieu qui sont réputés pour être chers, tu vois. Genre les agences se parlent entre eux, ils sont en mode ah ouais, lui il est cher. Mais s'ils kiffent le contenu, ils vont quand même retravailler avec toi, tu vois. Donc en fait, c'est un peu. Déjà, ça dépend de ta strat. Et après, c'est très difficile à estimer parce que t'as des règles où tu peux estimer par exemple un coût par 1000 vues, tu vois. Tu te dis, bon, un coût par 1000 vues correct, c'est genre 25 €, tu vois, au maximum, plus pour les médias. Ouais. Pour un créateur de contenu, ça va être autour de 15 € le CPM. Et t'estimes par rapport à ta moyenne de vues, mais en fait, aucun client va te demander le détail. Tu vois. Lui, tu lui dis ton prix, il négocie, vous trouvez un accord ou pas, et voilà, tu passes à autre chose. Ouais. Et après, c'est toi et ta façon de gérer. Hein. Tu peux aussi facturer différemment en fonction des clients ou être fixe. Malheureusement, il n'y a pas de règles très claires dans cette industrie. Donc, c'est un peu à la tête du client et à la tête de l'influenceur finalement. Est-ce que tu trouves que l'argent est particulièrement tabou en France ? Je sais que dans d'autres pays, ça l'est moins. Oui, de ouf. Et comment tu pourrais expliquer ça en fait ? Pourquoi c'est tabou en France plus que dans d'autres pays ? Alors, je connais pas trop l'historique des autres pays, mais je pense qu'en France, en fait, il y a un tabou sur la réussite en général. Voilà, on a du mal aussi à dire notre salaire en France. On dit que demander le salaire de quelqu'un, c'est mal vu en France. Mais je sais qu'aux États-Unis, par exemple, non. Pas du tout. Mais je pense que notre génération, pour le coup, va un petit peu le faire évoluer parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de mal à demander à nos collègues combien ils gagnent, etc., même à nos managers parfois. Il y a plus de transparence par rapport à ça et je pense que les entreprises aussi doivent venir à avoir des grilles de salaire qu'elles sont capables d'expliquer parce que sinon ça crée beaucoup de discrimination aussi en interne et de frustration et de turnover. Mais pour le fait que l'argent soit un tabou, je pense que c'est la même raison que pour dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est que ça crée de la frustration. Enfin, si tu sais que ton collègue qui fait le même taf, il est payé 300 € de plus par mois, t'as le seum. Bien sûr. Donc en fait, je pense que c'est le fait que l'argent, c'est vraiment une valeur objective qui te permet de te comparer aux gens et c'est la valeur la plus objective possible. Donc c'est ton meilleur moyen de comparaison. Sauf que du coup, tu te résumes à ce que tu es capable de générer, à ce que tu es payé ou à ce que tu factures. Donc c'est aussi un peu chelou et je pense qu'on a juste un tabou en France sur la réussite d'une manière générale. Genre c'est pas très bien vu de réussir et d'être à l'aise avec le fait d'en parler. Donc en fait, soit tu gagnes pas beaucoup et c'est ok et bon, tu commences à en parler un peu, ça va. Mais quand tu commences à passer un peu des steps de chiffre d'affaires ou même de salaire, généralement t'es plus discret quoi. T'as ton compte pro, tes comptes pro, et t'as aussi ton compte perso. Est-ce que ton compte perso, c'est un peu une stratégie pour ramener de la visibilité sur ton compte pro ? Donc vas-y, raconte-nous un petit peu. À la base, ouais. En fait, j'ai lancé les deux, parce que c'est vrai qu'on croit souvent que j'ai lancé le média après, mais non, j'ai lancé le média avant. Mais moi, le premier, je pensais que t'avais... Eh oui, je tiens à le spécifier parce que c'était beaucoup plus dur. Non, j'ai lancé avant le média, et en fait, on me disait de travailler mon personal branding tout le temps. Moi, j'avais pas envie de base d'être devant la caméra. Comme je t'ai dit, j'étais pas trop sur les réseaux, donc... j'aimais bien la prod et tout, mais j'avais envie d'être derrière la caméra, pas devant. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement désespérée que je me suis dit, j'essaye. Au bout d'un moment, j'avais rien à perdre, quoi. Je me disais, là, on pédale dans la choucroute de ouf. Au bout d'un moment, il faut tester des trucs, faire des nouvelles choses, voir comment ça se passe. Et je pense que TikTok, c'était rassurant parce que ma génération y était pas encore en 2021. Du coup, j'étais un peu en mode, je m'expose pas trop auprès des gens que je connais. Tu vois, il y avait pas ce truc un peu de... Parce qu'en fait, tant que t'as pas percé... t'as un peu l'air d'un bolos, faut être concret dessus. C'est sûr. Donc c'est vrai que il y avait un peu c'était juste une stratégie de se dire ce que je teste sur mon compte et ce qui marche, ça me permet de mieux comprendre la plateforme et de faire fonctionner le média. Et à terme, ça redirigera forcément de la visibilité sur le média, quoi. Question cash, la création de contenu ou l'entrepreneuriat ? En vrai, la création de contenu parce qu'elle va vers l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement. On a de la chance. En vrai, moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être dans cette génération. Et de pouvoir avoir un business qui repose à 100% sur Internet, c'est quand même des skills que tu peux développer. En vrai, tout le monde peut le faire. Si t'es déter, tout le monde peut le faire. Il y a de plus en plus d'entreprises, parfois assez aléatoires, des restaurants, des magasins qui veulent se mettre et se lancer sur les réseaux. Comment tu peux leur expliquer à quel point c'est important ? Oui, allez sur les réseaux, vous allez plus générer de ventes, plus générer de vues. Comment on peut leur expliquer ? À quel point c'est important, en fait, très bonne question, parce qu'ils se rendent pas compte des fois, ils sont dans un autre monde, c'est décalé, ils voient que tout le monde s'y met, ils disent nous aussi il faut qu'on y aille, mais on sait pas vraiment comment y aller. Est-ce que ça va vraiment valoir le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense que pour le coup, vu que c'est quand même pas mal une question de gap générationnel, parce que souvent c'est des gens qui n'ont pas grandi avec les réseaux et Internet, donc forcément c'est normal que tu aies plus de mal à comprendre l'intérêt quand c'est pas intuitif pour toi. Je pense que la meilleure façon de leur faire comprendre l'intérêt, c'est de leur dire que TikTok et Insta, c'est la nouvelle télé, les nouvelles pubs dans le métro. Et c'est surtout beaucoup moins cher de le faire sur les réseaux.
que de foutre une pub dans le métro. Enfin, c'est colossal le prix pour être genre 2 jours affiché dans le métro ou faire une pub télé. C'est des budgets stratosphériques, c'est des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Alors que sur les réseaux, avec un budget à 10K, tu fais déjà des trucs cool, quoi. Donc pour moi, les réseaux, c'est une opportunité pour réduire les coûts marketing et en plus pour le faire d'une manière qui est beaucoup plus incarnée et beaucoup plus intéressante parce que les gens vont kiffer et avoir un vrai, ce qu'on appelle du brand love. Ils vont kiffer la marque parce qu'ils la voient sur les réseaux, que c'est incarné. Tu kiffes pas une marque parce que tu vois une affiche dans le métro ou une pub à la télé, tu vois, c'est des trucs hyper léchés et tout. Il y a un truc qu'a apporté TikTok, c'est le besoin d'authenticité dans la communication. On en avait marre des meufs sur Insta make-upées, parfaites, filtrées, retouchées, tu vois. Et en fait, sur TikTok, tu te filmes en contre-plongée, pas maquillée, tu parles de ta vraie vie. Et je pense que c'est une norme maintenant qui est arrivée sur toutes les plateformes et qui est attendue en vrai de l'audience par rapport à ce que tu proposes comme message. C'est que ça doit vraiment être authentique, réel, transparent, honnête. Et tu peux le faire que sur les réseaux, quoi. Dans ton projet, tu travailles avec Anan et Ambre. Ouais. Donc c'est tes employés. Ouais. Comment bien choisir ces employés ? Alors, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça parce que j'ai très mal recruté. Genre vraiment, le recrutement, alors, ça a été une épreuve. Raconte-nous pourquoi justement le recrutement, c'est si dur. Bah déjà parce que c'est un métier finalement, hein, mais c'est le problème quand tu entreprends, c'est que tu dois faire plein de métiers que tu n'es pas formé à faire finalement. Et moi, ce que je trouve difficile, c'est que c'est contre-intuitif de pas se fier à l'instinct sur du recrutement. Naturellement, tu vas avoir un impact émotionnel parce que tu es un humain. Bien sûr. Et tu vas avoir de l'instinct. Et en fait, ton instinct en recrutement est souvent trompeur. Tu peux très très bien sentir un profil et en fait quand t'es un peu pragmatique, si t'as une bonne méthodologie, tu te rends compte que non, ce n'est pas le bon profil. Mais ton instinct te dit c'est le bon profil, donc t'as envie d'y aller. Bien sûr. Ouais. Et moi c'est vraiment le plus gros problème que j'ai eu sur le recrutement. Et en fait Anan et Ambre et même Laurine qui est arrivée à la rentrée, elles ont toutes suivi le même pattern au final. Elles sont venues en stage pendant 2 mois pendant leur formation en BTS ou en licence. Ça s'est très bien passé et après elles sont revenues. Okay. Et du coup, je savais que ça se passerait bien parce qu'elles étaient déjà venues. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que le truc, c'est déjà d'avoir une bonne méthode quand tu recrutes, d'essayer en tout cas le plus possible d'être objectif. Et après, d'accepter de toute manière que tu vas faire des erreurs quand c'est tes premiers recrutements. Donc, la première fois, généralement, tu fais de la merde. Donc, back up toi. Faut que tu aies des process pour être sûr que ça va pas trop te foutre dans la merde non plus. Mais je pense que, faut juste essayer d'avoir une méthode la plus rationnelle possible. Et après, moi, je trouve que c'est beaucoup une question de culture d'entreprise, quoi. Quel genre de boîte tu veux avoir et est-ce que les gens que tu recrutes fonctionneraient dans cet environnement-là aussi, quoi. Au-delà des compétences techniques, évidemment. T'as réussi donc à créer une boîte qui marche. T'as pas forcément de gros diplômes, t'as pas forcément été scolaire pour autant. Est-ce que des fois, t'as déjà ressenti que ton succès dérange, d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur ? C'est marrant parce que j'ai eu dit, il fut un temps que je l'avais pas du tout le syndrome de l'imposteur, ce qui est rarissime, encore plus les femmes, puisqu'elles l'ont beaucoup plus. Je pense pas que je l'ai toujours, parce qu'en fait, ça a été très dur. Tout a été extrêmement dur et extrêmement long. En fait, t'as l'impression, je crois que c'est Gad Elmaleh qui avait dit une fois que tu mets 10 ans à percer du jour au lendemain, et c'est extrêmement vrai. Quand tu vois là, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure 200 000 abonnés en un mois, là j'ai gagné 100 000 abonnés sur Instagram en 3 mois. Tu dis waouh, ça va hyper vite. Non, ça fait 6 ans, tu vois, que je galère. Donc en fait, vu que tout a été très dur et que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et que pour le coup vraiment on m'a rien donné, j'ai construit moi-même, je peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Je peux pas estimer que je mérite pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé. Ouais. Je suis très rationnelle comme personne finalement. Au quotidien, donc tu aides un peu les jeunes à trouver un peu un travail, un peu dans ce domaine-là. Pourquoi s'intéresser à cette cause ? Je pense que pour le coup, moi je suis très lucide sur le fait que j'ai entrepris en grande partie pour l'argent. Ok. Parce que. T'as pas peur de le dire ? Non. Je trouve que c'est pas une honte et d'ailleurs si t'entreprends pas en partie pour l'argent, t'es un menteur. Ouais, grave. Forcément, sinon il y a plein de tafs salariales qui sont très bien, mais l'intérêt de l'entrepreneuriat c'est que t'as pas de plateau sur l'argent que tu fais rentrer en fait. C'est que si tu fais du bon travail, c'est infini. Donc oui, moi il y avait une partie sur l'argent, mais j'étais pas capable pour autant de monter une boîte que pour ça. Ouais. Donc fallait que ça ait du sens parce que j'allais pas me lever le matin parce que j'allais encaisser plus. J'aimerais, en vrai de vrai, serait plus facile et la boîte aurait fonctionné beaucoup plus tôt, mais pour moi fallait que ça fasse sens quand même et que ça ait une utilité. Je me voyais pas entreprendre sur un secteur où juste j'allais brasser un max et derrière le soir je m'endors et j'ai rien apporté à la société, tu vois. Je me suis dit il faut avoir un impact positif à mon échelle. Et en fait c'était un sujet qui me travaillait, que je trouvais important à l'époque où je l'ai lancé, que je trouve toujours hyper important aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un vrai truc parce que j'ai été à Station F, donc j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont craché leur boîte ou qui n'ont pas continué. Et pour moi, ceux qui persévèrent pas, c'est parce que le projet fait plus sens pour eux. Okay. Sinon, ça va fonctionner aussi longtemps que tu t'arrêtes pas d'essayer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Un conseil maintenant pour un jeune qui nous regarde et qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat.
Bah, c'est d'y aller, il n'y a pas de secret. On me pose souvent cette question, mais il n'y a vraiment pas de secret, juste il faut commencer à faire des trucs. Ouais. Vraiment, je sais qu'à l'époque, je travaillais 12 heures par jour dans ma chambre, et vraiment aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais ? Aucun souvenir, mais j'essayais, je faisais des trucs, tu vois. Je pense juste faut essayer, faut aller à des événements, faut saisir toutes les opportunités. Je suis quelqu'un de très casanier, vraiment, j'ai du mal à sortir de ma grotte, mais du coup, professionnellement, je me suis forcée à me dire, si on te propose un truc, tu dis oui. Tu vois, à défaut de chercher, de proposer, etc. Si on te propose quelque chose, dis oui. Et en fait, juste, je pense qu'il faut essayer. T'as une idée, essaye, mets-la en place. Enfin, il y aura forcément des galères, mais au bout d'un moment, si t'essayes pas, tu sauras pas, quoi. Faut commencer à un moment. J'ai une phrase en tête, tu vas peut-être la partager. Quelqu'un a dit un jour, il faut pas attendre l'argent pour entreprendre, pour tenter des choses. Ouais. Parce que l'argent, il est pas là, en fait. Ouais. Donc il faut... Est-ce que tu partages aussi ça ? Grave. C'est vrai que ça, je sais que c'est un truc qui est... Je me suis fait rattraper sur les réseaux parce que j'ai dit une fois quand on veut on peut. Ouais. Et en fait moi c'est forcément je parle à travers le biais de mon expérience comme tout le monde et j'étais étudiante boursière qui vivait sur la bourse et les APL en vivant à Paris. Okay. J'avais genre 700 € de rentrée d'argent à tout péter et je vivais à Paris et je vivais hein. Vous pouvez pas partir de plus loin alors. Je budgétisais hein, mais je vivais et en fait peut-être que oui quelqu'un qui part à 2 il va arriver plus vite à 10 que toi, mais ça veut pas dire qu'en partant de 0, t'arriveras pas à 10 non plus. Pas, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai un peu du mal avec le fait pour moi c'est des excuses. C'est un peu cliché comme phrase, mais il y a ceux qui trouvent des solutions et il y a ceux qui cherchent des excuses. Et en vrai, moi j'étais convaincue que c'était possible, quoi. Peut-être personne. Il y a des gens qui m'ont dit tu vas galérer ou ça va être compliqué, mais je sais pas, pour moi c'était possible. Et à partir du moment où tu te mets pas dans un truc où tu te dis que ça ne l'est pas, bah ça va l'être, tu vois. Et vraiment, l'argent, c'est pas une excuse, surtout à l'époque d'Internet. Ouais. Littéralement, j'avais un ordi Acer à 200 € que j'avais acheté pour la fac, tu vois. J'avais 600 € les économies d'une vie et un rêve, et c'est tout. Et ça a fonctionné. C'est juste que c'est long. Mais il faut être déter. Et accepter, par contre, un truc important, la privation temporaire pour un gain futur. Ça, je pense que ça, c'est un truc dans notre génération qui est plus difficile. Ouais. Parce que bon, la France de Macron finalement, mais juste faut accepter le fait que t'as un inconfort temporaire parce que plus tard t'en auras un bénéfice. Et c'est ça le plus dur en fait. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, Je pense qu'il y a des gens qui ont juste pas envie en fait. C'est la cigale et la fourmi quoi. Il y a plus de cigales que de fourmis. Mais si t'acceptes le fait que tu vas avoir des privations là à l'instant T pour plus, moi tu vois j'avais un taf étudiant et tout, j'aurais pu dépenser beaucoup plus d'argent et vivre bien en étant étudiante. Hein. Ouais. J'ai choisi de vivre très en dessous de mes moyens avec le minimum à compter chaque euro pendant des années. Parce que je savais pourquoi je le faisais. Ouais. Et jusqu'à ce que ça marche, quoi. Une fois qu'on a réussi, donc qu'on a entrepris, qu'on a monté notre business, que notre business réussit, une technique de riche pour rester riche. La holding. Il y en a tellement. En vrai, il y en a tellement. Allez, donne-nous. Mais franchement, la holding, je trouve, c'est la plus grosse dinguerie. Mais d'ailleurs, faut que j'arrête de le dire parce qu'ils vont nous l'enlever. Ceux qui connaisseraient pas. En gros, la holding, c'est une société qui possède une autre société. Et l'intérêt de ça, c'est le fait que tes flux financiers, en gros, l'argent d'une société à une autre, il va pouvoir remonter plus facilement sans que tu passes par la case impôt. Ah oui. En gros, tu as des réductions d'impôts à partir. C'est pour favoriser l'investissement en France, plutôt que de sortir l'argent de la société et après il est à toi et là tu payes des impôts, la flat tax 30%. Ouais. Tu le remets dans une autre société qui a pour vocation d'investir. Donc, par nature, si c'est dans une société, tu peux pas l'utiliser à titre perso. Hein. Mais ça peut être par exemple investir dans l'immobilier et là tu as une réduction fiscale, un abattement de 95%. Ouais. Donc tu payes 1,25% d'impôts quoi. Au lieu de 30%. La belle affaire. Et tu peux réinvestir. Justement, on va rester sur les taxes. Est-ce que tu comprends, et est-ce que c'est un véritable problème, les gens qui veulent entreprendre en France mais qui voient toutes les taxes qu'il y a derrière, tout ça, c'est un problème, ça pousse à partir à l'étranger, ça pousse à... Franchement, je comprends. En fait, c'est particulier. Parfois, je fais la blague en interne avec l'équipe que mon compte, c'est un peu un French hate account. Et c'est le cas, un peu. En fait, je suis partagée. En France, il y a quand même pas mal de choses qui sont cool pour l'entrepreneuriat. Déjà, on a Station F, qui est quand même une opportunité trop cool si tu veux pas être tout seul dans ton projet. Station F, tu peux redire un peu. C'est un incubateur, en gros. Pour quand tu as ton idée, tu peux postuler à plein de programmes. Okay. Il y en a plein en plus, il y a Station F, mais il y a aussi des programmes d'école, d'entreprise, etc. Ouais. Tu postules en disant voilà, je veux monter cette boîte, et si t'es pris, bah, t'as un bureau, que tu payes évidemment, mais t'as un bureau et un accompagnement. Ok. Donc ça par exemple, c'est ouvert à tous. Ouais. Il y a même des programmes à Station F pour les gens issus de milieux défavorisés, où tu payes beaucoup moins cher ton bureau, voire pas. Donc en vrai, il y a plein de solutions, il y a des subventions aussi. Mais après c'est vrai que en fait le plus gros problème pour moi quand t'entreprends en France, c'est le fait que le coût de l'emploi est stratosphérique. Parce qu'en vrai les impôts c'est fair enough, tu vois, genre t'as fait du bénéfice, j'ai envie de te dire c'est des problèmes de riches, tu vois, tant mieux. Bon, je vais pas dire que ça m'a pas fait chier la première fois, tu vois, mais j'étais en mode bon bah tant mieux, c'est que les affaires vont bien, tu vois, mais
Le problème, c'est que pour réinvestir, du coup, dans la majorité des industries, tu investis en recrutant des gens, et recruter des gens en France, ça coûte très très cher. Et la façon dont le système est fait, en plus, c'est que ça nivelle les salaires vers le bas. Parce que du coup, ça c'est un truc que les gens comprennent pas toujours, mais ce que tu as dans ta poche, toi, l'employeur, il sort en moyenne 2 fois ça, et le reste, il le donne à l'État. C'est le concept des cotisations sociales, patronales, etc. Ça finance en principe la retraite des gens à la retraite à l'heure actuelle, la santé, etc. et tout ce qu'on a de gratuit en France, qui s'effondre, mais c'est un autre problème. Et en fait, typiquement, pour les salaires très bas, proches du SMIC, tu as une réduction de ces cotisations quand tu es un patron. Donc en fait, ça incite les employeurs aussi à niveler les salaires vers le bas, parce que sinon tu exploses tes coûts, tu vois. Ouais. Pour quelqu'un qui gagne genre 3000 balles, il en sort presque 6000, tu vois. Alors quelqu'un qui gagne le SMIC, il en sort 2000. La différence est colossale. Imagine que tu as l'Assemblée nationale devant toi maintenant, une proposition, une mesure pour améliorer, pour modifier le système économique en France. Qu'est-ce que tu proposes ? Après, bon, moi je prêche ma paroisse, c'est pour mon projet, enfin c'est pour ma situation, mais limiter le coût de l'emploi pour les petites sociétés, genre les sociétés de moins de 50 salariés, ça serait une différence énorme. Parce qu'en fait, les impôts, les taxes, etc., tu les payes, il n'y a pas de galère. Par contre, pouvoir recruter des gens, je pense que ça servirait à l'économie. T'as été confronté à ce problème-là ? Ouais, de ouf. Bah, tu sais, t'en as plein qui se plaignent que dans les startups, t'as 50 alternants et tout, mais un alternant, ce qu'il a dans sa poche, c'est ce que tu sors, tu vois. Ouais. C'est con, hein, mais entre un alternant et un CDI, déjà, c'est fois 2 à 6 sur la dépense que tu fais en tant qu'entreprise. Donc, je pense que globalement, ça améliorerait la vie de tout le monde, parce que ça améliorerait aussi la vie des gens qui cherchent un travail à l'heure actuelle et qui galèrent, parce qu'en fait, effectivement, il faut que les entreprises aient le moyen de payer ces taxes-là, quoi. Enfin, ces cotisations. Après, on attrape ma veste, c'est une cotisation. Pour finir, tu as la Jade devant toi, Jade d'il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu dis à la Jade d'il y a 5 ans qui est devant toi ? Bon, Psartec, hein. T'as dette de ouf. Non, en vrai, il y a 5 ans, on était quoi ? On était en 2020. Je lui dirais, putain, je lui dirais, mets-toi sur TikTok. Eh oui, mets-toi sur TikTok. Oh pétard, j'ai perdu 1 an. 1 an. En plus, j'avais une stagiaire en 2020 qui m'a dit, TikTok, tu devrais creuser. Je comprenais rien, comme le gros boomer que je suis. Elle avait tellement raison. J'ai encore aujourd'hui, j'y pense parfois le soir, et j'ai le seum de pas avoir commencé TikTok en 2020, vraiment. TikTok a vraiment changé ta vie, quoi. En vrai, ouais. Tu penses que t'aurais réussi sans TikTok aussi ? Ouais, j'aurais trouvé. Ouais. Il y a toujours moyen. Après, en plus, de toute façon, Instagram, ils ont copié TikTok. Il y a même LinkedIn. Il y a toujours moyen de moyenner. Mais ouais, pour moi, ça a changé beaucoup. Et surtout, c'était une grosse révélation parce que c'est vraiment une industrie que je kiffe. Genre, bien sûr que mon business repose sur ça, mais je kiffe le faire. Donc, quand même, plutôt bénéf. Pour finir, une dernière séquence s'appelle la question de trop. J'ai ici une pièce, on va la lancer. Si ça tombe sur pile, une question plutôt sympathique. Si ça tombe sur face, par contre, la question qui te met un peu dans l'embarras. Donc j'espère que tu seras dans un jour de chance. Je te laisse la lancer. Vas-y, tu cliques. Ah, j'ai cliqué. T'as menti, ça marche pas. C'est bon. Ah, ça tourne. Il faut la retoucher. Ah, c'est bon. Alors, c'est pile, je crois. C'est pile. Tu t'en sors bien ? Ouais. Question assez simple. Quelle est la vidéo dont tu es la plus fière ? Je pense quand même pour l'histoire, c'est la vidéo TikTok à l'époque qui m'a fait gagner 200 000 abonnés. Sachant que je disais un truc très simple, je disais qu'à l'école on n'apprend pas les vrais trucs de la vie, genre remplir une fiche d'impôt, comprendre une fiche de paye, trouver un appart. Et que je leur ai dit, je vais vous apprendre, quoi, je vais vous montrer, donc abonnez-vous, et les gens sont abonnés. Tu sentis qu'il y avait ce besoin-là d'apprendre. Ah bah 200 000 personnes au moins du coup. Eh ouais. Super, merci beaucoup Jade d'avoir été avec nous, et merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération Créateur.